Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, les previews que vous avez tout au long de l'été pour tout connaître de toutes les équipes du college football. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin, salut Val, Salut Gus, salut tout le monde. pour parler de deux programmes d'un même état, Arizona et Arizona State. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, il y a un programme qui est sur la pente ascendante et l'autre sur la pente descendante. C'est peut-être pas celui auquel vous pensez. Alors, je propose de commencer par celui qui est sur la pente ascendante et c'est Arizona Valentin. Ouais, mon petit Gus, une saison 2021 qu'on peut qualifier de marasme pour la première saison du head coach Jed Fish. Un bilan de 1-11, bon dernier de la Pac-12, South, nul. Une victoire 10-3 contre Cal, nul. 9 défaites, dont une humiliante face à Northern Arizona, donc du FCS, nul. Il n'avait pas gagné durant la saison Covid. Dernière victoire, hormis celle face à Cal, hein, bien sûr, qui remonte au 5 octobre 2019. Donc c'est un bilan de 23 défaites pour une victoire. Gus, parle-nous de l'intersaison de Arizona. Alors vous allez vous demander pourquoi avec un tel bilan 2021, pourquoi après tant d'années de médiocrité, je suis hypé et les gens en général le sont. C'est parce que l'intersaison a montré que Arizona allait dans la bonne direction. Tout d'abord, il y a l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif. En fait, Jeff Fish, le head coach, est en train de compléter son staff et moi je trouve ça très bien. Il est en train de mettre en place les choses dont il a envie. Et c'est jamais facile quand tu prends un programme comme Arizona parce que pas tous les coachs que tu appelles en fait veulent rejoindre ton programme. Il s'agit de Johnny Nansen qui remplace Don Brown qui est parti prendre le poste de head coach à UMass. Don Brown, si vous ne savez pas, c'est celui qui a formé les Rashan Gary, Devin Bush à Michigan lorsqu'il était coordinateur défensif. Johnny Nansen, c'est l'ancien DL coach de CLA et il a une grosse expérience en Pac-12 de plusieurs décennies. Ce sera très intéressant pour le recrutement parce que Arizona, et vous le verrez là avec cette classe de commit 2022, cette classe de recrutement 2022, recrute quasi exclusivement en Californie. Ça va être l'objet de la suite de cette preview parce que 22 joueurs sont entrés sur le portail des transferts. C'est énorme, 22 joueurs. Il y a, franchement, je pense pas beaucoup d'équipes qui ont plus de joueurs qui sont partis. Mais le programme a super bien recruté. Donc, je vous renvoie à notre épisode sur la question qu'on avait fait avec Kelio. On met Arizona parmi nos programmes gagnants. Ils ont la 26e classe nationale alors qu'ils en avaient la 73e en 2021. 26e classe nationale, ça veut dire que c'est la deuxième meilleure classe de Pac-12 quand même. Dans une Pac-12 qui a Oregon, UCLA, USC, Arizona State, Washington, tu recrutes mieux que ces programmes, bah incroyable. Il y a 22 joueurs qui ont été recrutés. Voilà. Et il y a aussi une grosse activité sur le portail des transferts avec notamment quelques noms ronflants euh, qu'on aime beaucoup, Val et moi, et je vais vous les citer maintenant. Ouais, Gus, bah écoute, moi, il y a trois joueurs là, principalement, en tout cas, sur cette attaque qui m'intéressent fortement, dont deux quarterbacks. Donc, ça sera vraiment hyper intéressant à suivre. Mais pourquoi? Dis-nous pourquoi. Le quarterback titulaire ne sera plus Gunnar Gunnell. Ouais, je crois que c'est Gunnar Gunnell qui a dû partir à Memphis, si je dis pas de bêtises. Jet Fish est allé chercher le quarterback titulaire de Washington State depuis 2 ans, Jayden Delora, qui a d'ailleurs réalisé une belle saison 2021 avec 2788 yards, 23 touchdowns pour 9 interceptions. J'aime Euh, beaucoup. un profil un petit peu coureur, enfin, qui a été poussé vers la sortie par le coach des Cougars, parce qu'il y a notamment l'arrivée de Cameron Ward en provenance de Incarnate World. Vous verrez la preview de Valentin derrière. Et son principal concurrent pour le poste sera Jordan McLeod, le transfert de UCF. Voilà, ça annonce une belle bataille de quarterback. Eh, Euh, ouais, dis-moi Val. Gus, ouais, c'est juste si tu vois, je peux rebondir sur Jordan McLeod, c'est mon gars sûr.
Tu sais que j'ai parlé avec lui sur, je crois que je vous l'avais dit à l'époque, sur TikTok. Et genre, il avait des photos, tu sais, avec le maillot vert fluo, là, jaune de USF, incroyable. On avait parlé vite fait. Et il est très, très sympa. Et par contre, ça risque d'être une concurrence assez dure parce que Jayden Delora, moi, j'adore. Techniquement, c'est très propre et tout. Donc, je suis vraiment hypé déjà, rien qu'en voyant ces deux noms au poste de quarterback. On est d'accord, Jayden Delora tient la corde pour être titulaire. Je pense que ce sera le cas parce qu'il a tout simplement plus d'expérience. Et puis même, il est un peu excitant comme quarterback. Ça Ah, court il est beaucoup. talentueux, hein. Moi, j'aime bien. Mais il aura aussi des receveurs très, très talentueux. À commencer par le true freshman Teteora Macmillan en provenance de Servite, un grand lycée à Anaheim en Californie, Incroyable. qui est le cinquième receveur du pays en 2022, le 50e meilleur joueur. Vous vous rendez compte, pour un programme comme Arizona, c'est vraiment une prouesse de l'avoir ramené. Même Notre-Dame n'a pas recruté comme ça chez les receveurs depuis 10 ans. C'est vous dire mon désarroi et la performance de Jetfish. Il sera titulaire des One. En plus, il est arrivé sur le campus en janvier, là. Il a déjà un semestre dans les pattes. Ça veut dire qu'il a fait les camps de printemps. S'il n'est pas titulaire, franchement, il y a un gros problème dans le programme plus profond. Mais il y a surtout l'arrivée en provenance de UTEP de Jacob Cowing, qui était l'un des receveurs les plus convoités du portail des transferts, qui nous sort une saison 2021 à 1429 yards et 8 touchdowns. Incroyable, lui aussi. Trop fort, vraiment trop fort, Jacob Cohen. Chez le tight end, il y a aussi un true freshman, le septième tight end du pays. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur la classe 2022. Kian Burnett, qui vient aussi du lycée de Teteora Macmillan, Servite, à Anaheim. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils sont quatre à venir de ce lycée pour la classe. Ça, c'est super cool. Et tu as aussi une escouade de running back bien remplie. Mais pour que les running backs courent, il faut que la ligne offensive leur permette de bien jouer. Sauf qu'elle a été mauvaise en 2021, avec 3 sacs encaissés par match, qui est le 110e pire total du pays. D'autant plus qu'elle a perdu 3 starters, donc, qui n'ont pas été remplacés, on va dire, pour l'instant, on ne sait pas qui sera titulaire. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'elle sera meilleure l'an prochain. Et ça serait vraiment dommage qu'elle ne se mette pas au niveau parce que tu as une attaque aérienne qui risque d'être très intéressante, des bons running backs. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va se mettre au niveau. Euh, Parce que ça pourrait vraiment enfin, donner de bons signaux positifs en fait pour le programme de Tucson. Et voilà, moi j'ai envie que ça marche. Donc tous ces joueurs, notamment ces joueurs true freshman, vont donner un coup de fouet à cette attaque qui ne marquait que 17 points par match l'an dernier. 17 points, c'est vraiment peu en college football. C'est le 122e pire total du CFB et évidemment le pire total de Pac-12. Bon, maintenant on va parler un petit peu de la défense, Gus. Il y a quand même quelques incertitudes hein, qui demeurent puisqu'il y a un nouveau defensive coordinator et c'est une équipe qui va passer en 4-2-5, chose qu'on commence à voir un petit peu plus en college football, les 3-2-6 ou les 4-2-5. Donc qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que cette défense va être au niveau de cette attaque? Pour être honnête, je vais pas dire oui. Enfin, non, elle sera pas au niveau de l'attaque, ça j'en suis sûr. Mais ça serait de vous mentir si je vous disais qu'elle allait s'améliorer ou si elle allait devenir moins bonne, parce qu'il y a un trop gros turnover d'effectifs, notamment au poste de linebacker. Cependant, il faut noter l'arrivée du transfert de USC, le D-end Hunter Eccles, qui est un ancien 4 étoiles et qui est de loin le joueur le plus talentueux de cette défense. J'espère qu'elle sera potable. Voilà, tout ça, ça nous lance sur le calendrier des Wildcats pour 2022. Alors, il y a 3 matchs hors conf qui sont difficiles, Val. Il y a un déplacement à San Diego State, pas facile. Une réception de Mississippi State, on en avait parlé tous les deux dans la preview des Bulldogs. Et une réception de North Dakota State. North Dakota State qui est en général chaque année la meilleure équipe de FCS. Ça peut passer à 3 défaites. Je pense que ça gagnera le match face à North Dakota State. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir vraiment gagner au moins un match de ces 3-là si tu veux pas vivre une saison affreuse. Sinon, après, le reste, bah, il y a les déplacements à Cal, à Washington, à Utah, à UCLA, les réceptions de Colorado, Oregon, USC, Washington State et Arizona State. Qu'on soit clair, Arizona ne fera jamais, mais je dis bien jamais, une saison positive. Il y a encore trop de trous béants dans l'effectif. Il manque du talent, même si des joueurs sont arrivés. Les tranchées, c'était vraiment un problème là-bas. Donc moi, je pars sur un prono de 3 victoires pour 9 défaites. C'est nul, hein,
comme bilan pour toute équipe, mais si tu compares aux dernières années d'Arizona, c'est pas si mal que ça. Et moi, je pense que c'est un programme qui va aller, qui va s'améliorer d'année en année. Je vais vous expliquer pourquoi après. Juste avant, est-ce que Val, tu peux me donner ton pronostic ou ton Non, avis un petit peu sur cette équipe? je reste comme toi à 3-9 et j'espère vraiment, vu les joueurs, que ça, en tout cas en attaque, que ça va vraiment montrer quelque chose sur le terrain. Parce qu'il y a trop de talent et même, tu vois, moi quand je vois un Dylan Delora, un Jacob Cowing partir à Arizona, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement débiles ou quoi? Et puis, bah, au final, je commence à comprendre, tu vois, un petit peu l'ambition qui revient du côté de l'Arizona. Donc, voilà, j'espère qu'au moins l'escouade offensive va montrer de belles choses et va permettre un recrutement qualitatif parce qu'on sait que voilà, ça recrute pas mal en Californie. En Californie, il y a un énorme vivier de joueurs. Donc voilà, donc 3-9. J'explique juste vite fait pourquoi moi je pense, et là c'est hors saison 2021, pourquoi Arizona est sur la pente ascendante contrairement à Arizona State. Euh, Quand je parle de pente ascendante, évidemment Arizona ne retrouvera pas sa gloire passée. Quand on parle de gloire passée pour Arizona, on parle de la décennie des années 90, la fameuse période du Desert Swarm, où le programme avait notamment fini quatrième à l'I-People en 98. Euh, Ils ont été classés à la People, je crois, dans les années 2014 ou 2015. Voilà. Moi, je pense que le but, c'est plutôt ça, c'est d'atteindre au moins une entrée dans les People d'ici 5 ans. Ça serait très bien pour un programme qui a beaucoup souffert. Alors, pourquoi je pense que le futur est radieux pour les Wildcats? Je n'ai même pas utilisé le conditionnel parce que cette classe de recrutement 2022, elle laisse présager d'autres classes tout aussi bonnes. Je vois pas pourquoi ça marche en 2022 et ça marcherait pas en 2023, 2024, 2025. Il y a le voisin Arizona State qui est en train de s'écrouler et ça va être l'objet de la preview juste après. Arizona peut en profiter. On sait que l'Arizona est est un terreau, en fait, est un état très très fertile qui fournit de très très bons joueurs, mais en général qui fournit de très bons joueurs à tous les programmes du pays. Notre-Dame, Alabama, Spencer Rattler par exemple venait de l'Arizona. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre la Californie et l'Arizona au niveau des recrues. Et aussi, bah, le programme, il a intrinsèquement des atouts, quoi. Tu as Tucson, c'est une super ville de l'Arizona. C'est proche de la Californie. Le campus est superbe. Voilà, il y a des raisons d'être confiant, Valentin. Passons à Arizona State, programme qui n'est pas au beau fixe. Vous allez comprendre pourquoi. Quelle a été la saison 2021 des Sun Devils, Val? Bah écoute, une saison 2021 avec un bilan de 8-5, 6-3 en Pac-12. Une défaite face à BYU, Utah, qui sont compréhensibles, un petit peu moins pour Washington State et encore, bon, allez, c'est compréhensible, et Oregon State. Mais quand même, au final de cette saison, un petit bowl, le Las Vegas Bowl, et une défaite face à Wisconsin, un petit peu décevante. Donc, ouais, moi je te laisse enchaîner Bon, si tu on veux. se dit qu'avec un bilan de 8-5, ça va, Arizona State, il n'y a pas trop de problème. Mais Koenig, l'intersaison, a vraiment été, je pense, la pire du pays. Tout d'abord parce qu'il y a eu des investigations de la NCAA. Il y a évidemment des accusations en fait quant à des violations des règles de recrutement. Arizona State, vous savez, il y a des périodes en CFB où tu as le droit de recruter et d'autres non. Il y a des périodes où les coachs n'ont pas le droit de parler aux recrues et ça fait partie de ces règles que je trouve d'ailleurs connes, euh, que Herm Edwards, le head coach et son staff ont violé. Ça a provoqué le départ de 5 coachs qui soit ont été virés ou ont démissionné, hein, évidemment, de leur propre chef. Il n'y a pas besoin de parler du coaching staff, il n'y a pas vraiment d'ajout, je veux dire, important. Il y a quasiment que des nouvelles têtes et notamment des promotions, des mecs qui passent de tight end à coordinateur offensif ou de graduate assistant à coach de position. Il y a aussi eu un gros problème, moi, que je trouve très grave de dire ça. Le penser encore, c'est pas un problème, mais le dire, le rendre médiatique, ça va vraiment leur porter préjudice. Le directeur athlétique a explicitement dit que le programme n'allait pas faire d'efforts concernant la NIL. C'est complètement à contre-courant de ce qui se passe actuellement au CFB. Et putain, en fait, tu dis aux joueurs, bah, tu viens, et on fera pas d'efforts pour que tu aies des deals avec le concessionnaire auto du coin ou le fast-food. Je me demande comment une personne sensée peut dire ça, surtout aux États-Unis. Ça a évidemment provoqué le départ de joueurs et des joueurs qui ont aussi explicitement dit qu'ils rentraient sur le portail de transfert pour voir s'il y a des opportunités avec l'ANIL ailleurs.
Quant à la classe de recrutement 2022, il y a seulement 9 recrues, ce qui fait la 103e classe du pays en 2021, alors que les années précédentes, Arizona State avait toujours une classe de recrutement dans le top 30. Ça fait beaucoup. En conclusion, tout ça, là, c'est les investigations, les accusations de tricherie, le directeur athlétique n'aime pas la NIL. Ça fait que beaucoup de joueurs sont entrés sur le portail des transferts, 14 jours auxquels on enregistre. Et forcément, les Sun Devils sont allés chercher pas mal de joueurs sur le portail des transferts, Valentin, à commencer par leur futur quarterback titulaire. Écoute, on va parler déjà de la paire de Jaden Daniels qui est parti pour LSU, qui était le titulaire depuis 3 ans. Mais allez, je vous laisse deux secondes. On fait une petite devinette. Qui était le quarterback de Florida qu'on a taillé toute la saison et qu'on a taillé Guigui? Emory Jones. Emory Jones arrive. Ça montre l'ambition du programme. Donc j'ai pas trop tapé sur Emory Jones, parce que de toute façon on n'a pas le temps, il est nul et voilà, tout le monde le sait maintenant, c'est comme ça. Par contre, on est à l'arrivée de Paul Tyson en provenance d'Alabama, qui était le petit-fils, enfin qui est le petit-fils du coach légendaire du Crimson Tide, Bear Bryant, donc qui n'a pas joué hein, avec Alabama, donc on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc il sera en bataille avec Emory Jones. S'il ne gagne pas cette bataille, je pense qu'il peut arrêter le football, honnêtement. Au poste de receveur, on a la perte de Ricky Pearsall, leur meilleur receveur pour Florida, Johnny Wilson, qui était, je crois, leur troisième meilleur receveur pour FSU, Et un receveur, si je dis pas de conneries, on avait fait avec Elio, la préfète de Florida State, qui a 6-8 ou 6-7, ouais, 6-7, une ouais, énorme cible. 6-7. Bunkley Shelton pour Oklahoma, qui était le deuxième meilleur receveur de l'équipe, donc donc il n'y a plus personne. Et on se retrouve avec Brian Thompson, qui sera le receveur avec le plus d'expérience, lui qui a seulement catché 13 ballons la saison passée, et si je dis pas de bêtises, il est senior. On va essayer de se montrer un petit peu optimiste en parlant de Elijah Badger, le sophomore qui a montré de belles choses au Spring Game et qui devrait être le receveur numéro 2 de cette escouade et sûrement le plus fun à avoir joué. Lui qui avait des problèmes pour apprendre le playbook sur sa saison freshman l'année dernière. Au poste de running back, paire de Rashad White pour la NFL et Tryanum pour Ohio State. Donc là, tu te dis, rien ne va, quoi. Il n'y a plus aucun joueur. Mais heureusement, on a une belle arrivée de Wyoming, Xavier Valadé, le très bon running back senior qui a toujours très bien produit, avec notamment 2 saisons à plus de milliards. Et la saison Covid il était autour de 500 yards. Donc ça, par contre, c'est une très bonne pioche. Mais s'il se pète, il n'y a personne derrière. Au niveau de la O-line, perte de Cavendish, le tackle titulaire, Donovan West, le très bon centre, et le garde droit titulaire Atis. Donc on a seulement 2 titulaires avec de l'expérience sur cette O-line, la Darius Anderson, le left guard, qui a 4 ans en tant que titulaire, et le tackle droit Ben Scott, qui lui en a 2, mais qui va passer au centre. On a Thomas Le Boucher, par contre, qui arrive de JUCO. Donc, vu la O-line, ouais, le français, oui, effectivement, bon, Thomas Le Boucher, je pense que les gens le savent. Tu sais, Euh, parfois, il y a ouais, toujours un Cajun, un mec de ouais, c'est Louisiane qui a vrai. un nom comme ça, hein. C'est Il y a vrai. bien un D-line à LSU qui s'appelle Jacqueline Roy. Ouais, c'est vrai. Donc, j'espère qu'il pourra prendre le poste de, pourquoi pas, de tackle droit ou tackle gauche, peut-être plutôt le tackle droit de mémoire au niveau de son profil physique. Je Mais en pense pas tout cette cas, année, mais peut-être l'an prochain. ouais, j'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu vu ce qu'il y a devant lui. Donc voilà. Ça Donc on sera va, comment au niveau de la défense? Parce que là aussi, enfin là je vois les noms qu'on a inscrits sur notre papier, mais ça va être honnêtement catastrophique, tu vois. Je vais pas dire catastrophique parce que bon, il y aura des jeunes joueurs et on sait pas ce qu'ils vont donner, mais allez, je vais dire faible. Et on va commencer par la D-line. Tu as la paire de DJ Davinson. Bon, même s'il n'était pas fort, il a quand même réussi à finir en NFL. Il avait une certaine importance vu son gabarit physique, mais surtout ils ont la perte de Jermaine Lowell qui est parti à Louisville. Lui qui a un top prospect defensive tackle pour la prochaine draft. C'est une énorme perte. C'est catastrophique ça pour le coup. Mais heureusement, on ramène du côté de Miami un joueur avec un petit peu d'expérience qui est Nesta Jade Silvera qui trouvera une place de titulaire directement. Mais c'est tout. On peut peut-être parler de Travis Moore, ancien de LSU, pass rusher de qualité, mais qui s'était fait le genou la saison passée, donc on ne sait pas trop comment il va revenir et ce qu'il va produire sur le terrain. Au poste de linebacker, mon cher Gus,
perte du linebacker Eric Gantry Ouais. pour LSU, Non, ouais, non, il est parti à USC. Et là, à pour le coup, USC. Eric Gentry, bah, c'était le joueur qui avait un potentiel NFL, un des seuls joueurs qui avait un potentiel NFL dans ce roster pour 2022, qui est des freshman All-American, first team All-American en plus, qui est parti à USC. Donc ça, voilà, ça c'est la perte énorme de cette défense avec Jermaine Lloyd. C'est ça. Et puis bah tu peux rajouter Darren Butler qui est parti en NFL. Heureusement, bah on pensait que Marlon Robertson allait partir à la draft la saison passée, mais il revient pour sa saison super senior. Sinon, ça aurait été vraiment un corps de linebacker catastrophique. Euh, voilà, c'est Marlon Robertson, hein, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas plutôt, c'est un ancien gros espoir parmi tant d'autres comme Jaden Daniels, etc. à ASU, mais qui n'a jamais reproduit ses deux premières belles saisons en tant que freshman et sophomore. Au poste de cornerback, bah, on peut parler de la paire de Chase Lucas, de Jack Jones et de Tommy Hill pour Nebraska. Donc on devrait se retrouver bah, avec pareil une escouade très faible, avec très peu d'expérience. On a le transfert un petit peu intéressant d'Auburn, Torrance, qui a une saison d'expérience. Et encore, quand je te dis une saison, c'est quelques plays, quelques jeux. Mais on a quand même une bonne nouvelle enfin dans cette défense, c'est Isaiah Jones, ancien 9e meilleur cornerback de la classe 2021, qui a fait un bon spring practice et qui semble pousser dans cette escouade de cornerback ultra faible. Et au poste de safety, bah, c'est nul. Je peux pas te dire autre chose. C'est deux transferts en provenance de Hawaii et Samford. Donc sans manquer de respect à Hawaii et Samford, parce que voilà, Hawaii, ça peut produire de bons joueurs comme Masao, un linebacker que vous verrez dans une autre preview. Ça peut voilà, sortir des joueurs intéressants, mais voilà, on parle quand même de Hawaii et Samford. Donc, et c'est eux les deux mieux placés pour le poste de titulaire. Donc, c'est globalement ultra faible. Et le seul truc excitant, c'est Isaiah Johnson, le cornerback, s'il arrive à se faire une place. Le calendrier en 2022, avec les réceptions à domicile des Lumberjacks de Northern Arizona qui ont battu Arizona l'an dernier. Attention, premier match de l'année. Ils peuvent refaire le coup qu'ils avaient fait aux Whitecaps. Ils reçoivent aussi Eastern Michigan, Utah, Washington, UCLA, Oregon State. Et ils se déplaceront à Oklahoma State pour un match interconf. USC, Stanford, Colorado, Washington State et Arizona. Euh, Avant de parler un petit peu du futur, et là c'est la question en fait qui va animer la fin de cette preview, donne ton prono Val. Toi Écoute, qui donne. écoute, j'ai mis un 11 parce que je me dis qu'ils vont peut-être gagner contre Northern Arizona ou Eastern Michigan, même si je pense que Eastern Michigan, ça produit toujours une belle équipe. Mais j'étais vraiment pas loin de mettre 0-12. J'ai vraiment mis le 1-11 parce que je me dis, bon, ils vont quand même gagner un match par inadvertance, peut-être le premier, voilà. Mais sinon, si à 0-12, je suis même pas étonné. Bon, moi je leur mets 2-10 parce qu'ils jouent toujours en Pac-12 et donc il y a des matchs Ah, gagnables. t'es gentil, hein. Ouais, Northern Arizona et aller peut-être Colorado ou même Arizona si la sauce n'a pas pris. Maintenant, quel futur pour Arizona State? Moi j'ai bien peur que les investigations, enfin bien peur. C'est peut-être normal d'ailleurs que ces investigations continuent et que la NCAA tire sur l'ambulance en prononçant de nouvelles sanctions. Alors là, ça mettrait plus bas que terre Herm Edwards, le head coach. Il y a trop de pertes sur le portail des transferts à la draft pour espérer faire quelque chose de positif. Encore, ça, c'est du court terme, tu vois, c'est juste la saison 2022. Et puis, tu rajoutais ce climat pessimiste un petit peu sur la fac, chez les fans, les boosters, le département athlétique qui ne croit pas à la NIL. Euh, Là, aujourd'hui, en 2022, en juin 2022, j'ai vraiment du mal à penser qu'Arizona State va s'en sortir ces prochaines années. Euh, Quand même, Arizona State, c'est un programme important dans le paysage du college football, tu vois. Même si ça fait depuis maintenant 10 ans qu'ils n'ont pas remporté notamment la Pac-12 South, depuis 2013. Ça fait depuis 96 qu'ils ne sont pas allés au Rose Bowl. Enfin, c'est un programme qui faisait quand même des saisons positives, qui gagnait des matchs. Et là, ils prennent une direction inverse. J'ai l'impression que ça va devenir le C'est Arizona. l'Arizona, c'est ça. Ça va être le Arizona. Maintenant, pour moi, la seule solution pour que le programme retrouve ses lettres de noblesse, c'est qu'il vire tout le monde et qu'il reparte sur une nouvelle base. Et Dieu sait Exactement. que ça sera compliqué de construire là-dessus. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gus. Et voilà, je pense que ça va être très difficile sur les
4-5 prochaines années, même si on sait qu'en college football, ça peut aller très Ouais, très ça peut aller vite. très vite. C'est pour ça qu'on doit rester un peu mesuré, mais ouais. Mais là, comme ça, dans l'état actuel, on se dit que dans 5 ans, peut-être ils pourront voir un peu plus clair, mais avant ça, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on espère le meilleur pour eux, mais en tout cas, pour cette saison prochaine, c'est mort. Eh ben merci Valentin. Je vous donne rendez-vous à tous ces prochains jours pour les prochaines previews de The Trick Play. À bientôt. Salut!